c'est bio et le choix et il y a des atomes qui le problème, c'est l'intelligence chimique qui sont encore très présents. L'homme a besoin de la nature. Je crois qu'il faut même se poser la question de comment se fait-il qu'on puisse se poser cette question. L'homme est un élément de la nature. Nous sommes des êtres de nature, nous sommes des êtres biologiques avant tout, et nous dépendons, comme tous les autres êtres vivants sur Terre, nous dépendons de l'écosystème terrestre et nous dépendons donc des arbres, des plantes, des animaux, de nos frères et sœurs, je dirais, sur cette terre-mère qui nous est commune. Et je pense que c'est vraiment la racine, c'est la racine de ce que nous faisons subir à la Terre. J'ai découvert par exemple dans le Larousse en ligne une définition de ce qu'est la nature. Je vais vous la lire, c'est absolument édifiant. La nature y est décrite comme l'ensemble des principes, des forces, en particulier de la vie, par opposition à l'action de l'homme. Quoi? Par opposition? Alors je me dis, mais comment en est-on arrivé à opposer la vie à l'homme? Comment en est-on arrivé à, en utilisant cette capacité extraordinaire que nous avons à nous regarder nous-mêmes, à réfléchir sur nous-mêmes, à nous questionner sur notre nature profonde, à finalement nous dissocier totalement de la nature, à nous regarder comme un élément isolé, autonome, hors sol. Et tout l'indique. Le droit que nous avons écrit depuis 500 ans est un droit qui est anthropocentré, qui ne se préoccupe finalement, en tout cas pendant quelques siècles, des droits humains, qui depuis les années 70, sous l'influence des multinationales, tente d'abord aujourd'hui de faire primer le droit économique sur les droits humains, et qui ne reconnaît pas la réalité écosystémique du vivant, qui est que on ne peut pas protéger les droits fondamentaux de l'homme si on ne protège pas le droit à la vie d'exister et de se régénérer. Et ce que nous faisons depuis le début de l'ère industrielle, c'est véritablement aujourd'hui menacer les conditions de la vie telle que nous la connaissons depuis 11 500 ans, depuis la fin de l'ère glaciaire. Les températures sur le globe ont augmenté de 4 degrés en moyenne. À l'époque, ces 4 degrés ont fait augmenter le niveau des océans de 60 mètres. Je vous laisse réfléchir. Sachant qu'aujourd'hui, nous acheminons de nouveau vers un réchauffement global de 4 degrés, que ces 4 degrés initiaux nous ont permis de nous développer, de passer de quelques centaines de milliers à 7 milliards ou plus aujourd'hui sur Terre, parce que nous sommes dans un écosystème terrestre qui est le plus hospitalier que l'humanité n'ait jamais connu, le plus foisonnant de biodiversité. Et nous avons réussi en l'espace de quelques décennies à faire basculer l'état de cet écosystème planétaire vers un état qui va devenir franchement inhospitalier, en particulier pour les populations les plus vulnérables, qui sont quand même au moins les 3/4 de l'humanité, qui vivent avec 1,50 € par jour. Nous sommes, je dirais, les nantis. Et ce sont nos sociétés industrielles les plus riches qui sont de plus responsables, en grande majorité, du changement climatique par nos modes de consommation. Là où je veux en venir, c'est que, et je reviendrai sur ce qui a été dit sur l'agro-industrie, et en particulier, par exemple, sur l'usage du glyphosate, c'est que nous savons aujourd'hui que nous sommes en train de basculer vers cet état nouveau, et nous savons comment l'éviter. Marie-Monique disait, nous avons réussi par le traité de Montréal à stopper la diffusion dans l'atmosphère de CFC. C'est une des limites planétaires qui a été recensée depuis 2009 par le Stockholm Resilience Center. Ces limites déterminant justement
le passage vers un état inhospitalier de la Terre pour l'humanité. Sur les 9 limites qu'ils ont déterminées, c'est la seule limite qui a été en régression. C'est-à-dire que nous devions ne pas dépasser 5% de concentration en ozone par rapport au niveau pré-industriel. Nous sommes aujourd'hui à 4%, grâce justement à ce protocole de Montréal. En revanche, toutes les autres limites planétaires sont en train d'être atteintes ou ont été dépassées. Nous en avons dépassé 4, qui sont extrêmement graves, qui sont en lien avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité. Je vous rappelle que nous sommes entrés dans une 6e extinction d'espèces, que nous venons d'apprendre que 80% de la biomasse des insectes en Europe avait disparu. 80%, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que cela signifie? Cela veut dire très concrètement que nous n'aurons plus de pollinisateurs, ça veut dire que nous n'aurons plus d'arbres, nous n'aurons plus de fleurs, nous n'aurons plus de fruits et de légumes si nous continuons sur ce chemin. Nous avons perdu 60% des vertébrés sur Terre. Et là, il y a une forme de déni total sur ce qui est en train de se produire. Les autres limites sont en lien avec l'utilisation de l'eau douce. Nous en consommons beaucoup trop par rapport à ce qui est disponible sur la planète, avec la manière dont nous avons modifié les sols, la manière dont nous avons perturbé les cycles biogéochimiques et le fait que nous sommes en train d'acidifier l'océan. Et je vais revenir sur toutes ces limites au regard justement de l'utilisation des biocides. Petite parenthèse, que veut dire biocide? Ça veut dire tuer la vie. Nous avons construit tout le système industriel autour de notre alimentation par l'utilisation de produits labellisés qui tuent la vie. Les biocides, ce sont les fongicides, les pesticides, les insecticides, les parasiticides. C'est quand même assez extraordinaire. Et si vous prenez effectivement l'utilisation des pesticides, des insecticides, l'utilisation des intrants chimiques, c'est-à-dire le fait que nous tuons d'abord les sols par des pesticides, puis nous sommes obligés de les enrichir par un ajout d'azote et de phosphore dans les sols qui sont naturellement présents et qui en font sa capacité de donner la vie. La forêt. Et à partir de là, nous déforestons à outrance pour pouvoir élever du bétail. Donc si vous reprenez ces limites planétaires, nous voyons que la limite en lien avec l'érosion de la biodiversité, l'agro-industrie, est une des raisons principales qui font qu'aujourd'hui la biodiversité est en train de s'effondrer. Si l'on regarde l'impact climatique de l'agro-industrie, nous savons que c'est effectivement l'agro-industrie qui est responsable de la majorité de l'émission des gaz à effet de serre. 36% des gaz à effet de serre sont issus de l'agriculture intensive et extensive, dont 14% concernant l'élevage. Si nous regardons l'usage que nous faisons des sols, il faut savoir que nous ne devons pas modifier à plus de 15%, d'accord, les terres libres de glace. Il ne faut pas les convertir à plus de 15% en terres agricoles. Or, aujourd'hui, nous avons perdu 80% du couvert forestier original de la planète, et en grande majorité pour pouvoir effectivement cultiver en monoculture ou élever du bétail. L'Amazonie en est un exemple absolument criant, puisque l'Amazonie a été détruite d'un tiers, et majoritairement pour y planter du soja transgénique, de la canne à sucre pour faire de l'éthanol, et élever du bétail, qui aujourd'hui, avec le bœuf argentin, le bœuf brésilien et le bœuf argentin, représente 90% de la consommation de bœuf en France, par exemple. Bien évidemment, il porte atteinte à la perturbation des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire
l'agro-industrie porte atteinte effectivement au cycle de l'azote et du phosphore dans les sols, qui sont en excès. Et je vous rappelle que quand il y en a trop, qu'est-ce qui se passe? Les eaux de ruissellement partent vers les rivières, eutrophisent les rivières, c'est-à-dire tuent la vie dans les rivières, et ça finit en quoi? En marée verte dans nos estuaires. Cela participe à l'acidification de l'océan, qui lui-même est en train de s'acidifier parce que l'océan est une formidable pompe à carbone, comme les forêts, bien évidemment, et il s'est acidifié de 30% en absorbant un tiers de nos émissions de CO2 en excès depuis plusieurs décennies, depuis 25 ans. Et cette acidification de l'océan est en train de détruire, et ça fait partie du manifeste, protéger les océans, dont on va parler tout à l'heure. L'océan s'acidifiant, son pH devenant plus acide, cela détruit toutes les coquilles du phytoplancton et des petits mollusques qui sont à la base de la chaîne alimentaire de l'océan, ce qui induit de fait une perte de biodiversité marine et une menace pour au moins 1 milliard d'habitants sur Terre qui vivent directement de la pêche. Et si effectivement le phytoplancton disparaît, le phytoplancton c'est la pompe à carbone de l'océan, alors nous rentrons dans un emballement climatique absolument monstrueux. L'eau douce, nous le rappelons, pour 1 kg de céréales, il faut 1000 litres, pour 1 kg de viande, il en faut 12 000. Un Africain qui vit au sud du Sahara consomme 10 litres d'eau par jour, un Français 150 en moyenne, un Américain 250. Nous sommes en train de consommer des quantités d'eau absolument délirante pour maintenir le système industriel dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, il y a un procès qui vient d'être lancé contre l'État fédéral américain pour reconnaître le fleuve Colorado comme une entité vivante et un écosystème qui aurait le droit de se défendre en justice parce qu'il est en train de ne plus atteindre la mer et qu'il abreuve 36 millions de personnes dans 7 États. Et nous voyons que le changement climatique est en train véritablement d'embraser littéralement la Californie. Et c'est important de comprendre ces boucles de rétroaction dont on ne parle pas assez, qui sont que quand on porte atteinte à une des limites de la Terre, c'est-à-dire quand on attaque effectivement le climat, on attaque la biodiversité. Et quand on attaque la biodiversité, on attaque le climat. Alors, je vais m'arrêter là sur cette démonstration. Ce que je veux vous faire comprendre, et c'est l'objet de mon combat depuis plusieurs années, c'est que ces limites planétaires, à mon sens, devraient s'imposer au monde comme des normes juridiques qui permettent de cadrer l'activité industrielle. Pour cela, cela signifie très concrètement, et c'est l'objet effectivement du second livre, qui est un peu un coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire. J'ai osé l'écrire parce que je suis politiquement totalement incorrecte dans ce que je préconise, à savoir que, à force d'analyser la situation et d'essayer de comprendre pourquoi nous ne pouvons pas, très concrètement, stopper des activités comme celle de Monsanto, pourquoi nous ne pouvons pas attaquer nos États pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes d'écocide, crimes que j'espère voir inscrits un jour dans le statut de la Cour pénale internationale, parce qu'aujourd'hui, le droit international, qui était censé poser des valeurs universelles sur lesquelles la communauté internationale pourrait se mettre d'accord, ce qui permettrait de maintenir la paix sur Terre, c'était le souhait de l'ONU à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le pivot central du droit international aujourd'hui, qui est totalement contradictoire avec ses objectifs, c'est la souveraineté nationale. La souveraineté nationale. Et c'est cette souveraineté nationale qui peut permettre à un Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sans être inquiété par qui que ce soit. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que tant que nous ne revendiquerons pas des valeurs universelles, notre humanité commune, au-delà des frontières et au-delà des conservatismes et des protectionnismes, tant que nous ne revendiquerons pas notre lien d'interdépendance avec le vivant et le fait que l'écosystème Terre doit être protégé pour sa valeur intrinsèque pour protéger les droits fondamentaux humains, alors nous allons véritablement vers une catastrophe globale, écologique, climatique et humanitaire. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui que les droits de la nature soient reconnus comme une valeur suprême dans l'échelle des normes internationales,
parce que les droits de la nature à exister préserveront les droits humains fondamentaux. Et le droit commercial doit aujourd'hui s'assujettir à ces deux autres niveaux. C'est ce qui est en train d'être négocié à l'ONU en ce moment, pour que les multinationales rentrent dans le cadre du droit international et puissent être contraintes à respecter les droits humains et le droit de la nature. Et je dis bien le droit de la nature et pas le droit de l'environnement, parce que là aussi, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Quand vous parlez d'environnement, vous vous extrayez de votre état naturel, vous vous extrayez de la loi biologique. Il n'y a pas vous et l'environnement, vous êtes la nature, et vous devez vous en souvenir, et c'est vraiment quelque chose que l'on doit intégrer en soi si on veut que les consciences évoluent, et que le droit évolue à l'image de nos consciences, parce que le droit évolue toujours à l'image de notre conscience collective. Voilà, merci.